Bonjour et merci à vous tous de votre très chaleureuse présence. La question que je vais traiter est moins celle de savoir quel est le bénéfice de la reproduction sexuée et de l'existence de deux sexes, que celle de comprendre pourquoi ces deux sexes, dans le monde de l'humain, sont caractérisés non seulement par leurs différences anatomiques, physiologiques, et par l'asymétrie de leurs fonctions, mais aussi et surtout par une hiérarchie sociale qui traduit universellement une valence différentielle des sexes au bénéfice du sexe masculin en termes de représentation, mais aussi en termes de liberté d'action ou de pouvoir. Une réponse à cette question passe par un grand scénario des origines et postule que cette hiérarchie, loin d'être un effet d'une évolution historique qui aurait vu au néolithique à la fois la connaissance par l'humanité du rôle du père dans la procréation, mais aussi la révolution agricole et la mise en place du patriarcat, donc loin d'être un effet de cette évolution, serait construite dès l'origine du genre Homo sapiens à partir de la réflexion de ses membres, hommes et femmes, sur des aspects constants du monde dans lesquels ils étaient plongés, qui leur posaient problème, et auxquels ils ont tenté d'apporter des réponses réfléchies. Le modèle, donc, je voudrais donc tenter ici de fournir un modèle explicatif de la façon dont s'est mis en place quelque chose que j'appelle le modèle archaïque dominant, et qui régit le rapport des sexes dans le monde, qui est d'ailleurs toujours celui du monde occidental, quoi qu'on en pense, et malgré les modifications très notables des comportements et de la loi dans des temps récents, au moins dans le monde occidental. Et l'usage du corps des femmes en est une pierre de touche particulièrement remarquable. Alors, ce modèle nous vient, donc, je l'ai dit, de nos lointains ancêtres du genre Homo sapiens sapiens, dont les premières représentations figurées sexuées datent de l'Aurignacien, c'est-à-dire aux alentours de moins 30 000. Le modèle était peut-être déjà présent, en train de se faire, chez Homo sapiens néandertal, pendant tout le paléolithique moyen, mais là n'est pas la question que j'entends traiter. Il nous faut comprendre les raisons qui ont concouru à l'instauration et à la généralisation de ce modèle dès les origines des formes évoluées d'une humanité pensante, et elles tiennent donc pour l'essentiel à la nécessité pour cette humanité d'inscrire dans un cadre cohérent de pensée et d'action des séries d'observations portant sur le monde où elle était plongée, et sur des faits surtout avec lesquels, comme elle ne pouvait les modifier d'aucune manière, elle a dû s'accommoder en leur trouvant une explication. Alors, premièrement, on est amené à poser l'existence de ce modèle universel, contraignant et très archaïque devant des constantes aussi bien historiques qu'ethnologiques. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous demande de le croire. Bon. Alors, pour quelles raisons, en effet, l'humanité en son entier a-t-elle développé des systèmes de pensée qui valorisent le masculin, dévalorisent le féminin et traduisent ces systèmes de pensée en action et en situation de fait ? Pourquoi la situation des femmes est-elle mineure ou dévalorisée ou contrainte ou le tout à la fois, et cela d'une façon que l'on peut dire universelle, alors que le sexe féminin est l'une des deux formes que revêtent tant l'humanité que tout le vivant sexué, et que de ce simple fait, son infériorité sociale entre guillemets n'est pas une donnée biologiquement fondée. Quand on prétend le contraire et qu'on justifie la domination par des termes que je cite entre guillemets, par la faiblesse ou la bêtise du genre féminin ou son imbécilité, pour reprendre des termes qui ont été utilisés dans la querelle concernant le féminin au XVIIe siècle. Donc justifier cette domination par faiblesse, bêtise, imbécilité du féminin est en soi déjà un effet sur les esprits de ce modèle dominant dont un des modes d'action et de pérennisation est nécessairement la dévalorisation du féminin. L'inégalité, en effet, n'est pas un effet de la nature. Elle a été mise en place par la symbolisation dès les temps originels, donc, à partir de l'observation et de l'interprétation de faits biologiques notables et surtout irréductibles. Et cette symbolisation est fondatrice de l'ordre social
et des clivages mentaux qui sont toujours présents, y compris dans les sociétés occidentales les plus développées. De par son ancienneté, de par aussi sa reproductibilité extrêmement facile au moyen de l'éducation dès le plus jeune âge, de par son universalité également, elle passe pour un donné naturel qui n'a pas à être questionné et qui va de soi. Je dis tout de suite, parce que je n'en parlerai pas aujourd'hui, que cette vision archaïque n'est pas inaltérable pour autant. Elle est très archaïque car elle dépend d'un travail de la pensée réalisé par nos lointains ancêtres au cours du processus d'hominisation, mais aussi parce qu'ils ne pouvaient le réaliser qu'à partir des données que leur fournissait leur sens et dans le milieu proche qu'ils occupaient. Les données brutes qui ont donné naissance à ce modèle par l'interprétation qui en a été faite aux origines, ces données-là n'ont pas changé, certes, mais ce qui a changé, ce sont les moyens d'observation au temps moderne, et c'est là une des conditions majeures de la possibilité d'une révolution, dont je pense d'ailleurs qu'elle a commencé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, pendant les millénaires de la formation de notre espèce, la pensée naissante prend son essor sur ces observations et la nécessité de leur donner du sens, et cela à partir de la toute première opération mentale qu'il est possible d'isoler, qui consiste à apparier ensemble des choses, à les comparer, à les classer en allant de l'inconnu vers le déjà connu. Les objets, donc, sont manipulés par les mains, mais aussi par l'esprit, et sont appariés à partir de la constatation de leurs caractéristiques. Or, les objets vivants qu'observe au long cours Homo en train de se faire, c'est d'abord lui-même, bien sûr, et ses congénères, dans leur variété individuelle qui les rend tous uniques et reconnaissables. C'est aussi tous les animaux visibles à l'œil nu, les mammifères essentiellement dont il est entouré. Le travail de classification des espèces en fonction de leurs caractéristiques, qui va être accompagné d'un travail de nomination, bute sur un fait: toutes les espèces, y compris l'homme, aussi dissemblables soient-elles entre elles et en leur propre sein, sont partagées par une même constante, et cette constante n'est pas maniable, on ne peut pas la couper en rondelles, elle n'est pas récusable non plus, c'est la différence sexuée. Toutes les espèces ont un visage mâle et un visage femelle, c'est pour l'humain quelque chose que j'appelle un butoir pour la pensée, dans la mesure où il n'est pas possible de l'esquiver, qu'il n'est pas possible de le réduire à des composantes plus fines et où, par conséquent, sa présence encombrante occupe nécessairement tout l'espace mental. C'est là, à mes yeux, la base objective et irrécusable et minimale du travail de mise en place par l'esprit d'un système englobant de classification qui va classer les choses selon la double catégorie de l'identique et du différent du point de vue du sujet parlant, ceux qui sont semblables à lui et ceux qui diffèrent de lui selon ce critère du sexe. Le même et le différent, c'est la catégorie première ensuite de tout système de classification. Et cette catégorisation de base, qui est donc à mes yeux extraite de cette observation de l'étonnante et fondamentale différence sexuée, se retrouve au cœur, sans exception, de tous les systèmes de pensée, dans toutes les sociétés et dans toutes les langues. Tous fonctionnent en effet, ces systèmes, avec des catégories dualistes, des oppositions binaires, de caractère concret ou de caractère abstrait. J'en cite quelques-unes: le chaud, le froid, le sec, l'humide, le dur, le mou, le rugueux, le lisse, le haut, le bas, l'abstrait, le concret, le sain, le malsain, le rationnel, l'irrationnel, etc. Bon. Ces oppositions binaires qui nous servent, où chacun des termes n'existe que par rapport à l'autre, qui nous servent tant au discours savant que dans le discours ordinaire, se trouvent de plus, et de façon évidente au moins pour les catégories concrètes, même si c'est vrai aussi des catégories abstraites, connotées respectivement du signe du masculin et du féminin. Par exemple, ce n'est peut-être pas la peine que je vous demande, dans les oppositions que je viens de citer, ce qui, du dur et du mou, du rugueux et du lisse, de l'abstrait du concret, du rationnel et de l'irrationnel, dans nos sociétés, est connoté comme connote le masculin et le féminin respectivement. Alors, cette universalité donc de ces catégories dualistes, quelles que soient les souches humaines, plaident d'ailleurs pour une même cause, laquelle réside moins
dans un câblage cérébral naturel préexistant qui privilégierait l'ordre binaire, ça c'est le point de vue de Claude Lévi-Strauss, câblage préexistant qui serait le même pour tous et qui imposerait ensuite le binaire comme sa marque de fabrique, que, et c'est mon opinion, dans l'effet que produisent les constantes observées sur la constitution même de ce câblage par l'établissement des connexions synaptiques majeures. Je postule par ailleurs que nous penserions sans doute différemment si nous n'étions pas sexués. Et si nous n'étions pas soumis à cette forme de reproduction particulière qu'est la procréation. Si l'on imagine, après tout, pourquoi pas, c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas, si on imagine le développement d'une forme intelligente et sociale de ces organismes unicellulaires, amibes, se reproduisant à l'identique par scissi-parité, qui se serait développé au lieu et place de l'humain sexué, eh bien, l'appréciation intellectuelle, il n'y aurait pas d'appréciation intellectuelle de la différence sexuée et nous aurions une autre manière d'appréhender le monde. Ce n'est pas si idiot d'imaginer les choses de cette façon, car la sexuation, comme vous le savez, est apparue tardivement dans l'histoire de la vie. Je ne veux pas trop me risquer devant quelqu'un spécialiste, mais enfin, il y a quelques 750 millions d'années. Et pour moi, donc, l'appréhension intellectuelle de la différence sexuée est ainsi concomitante et fournit le moule de l'expression même de toute pensée. Alors cela dit, il n'y a rien là-dedans que la reconnaissance de l'altérité. L'altérité est la différence duelle, dont j'ai dit qu'elle n'était pas naturellement porteuse de hiérarchie. Or, non seulement ces oppositions dualistes sont affectées des index du masculin et du féminin, mais elles sont en plus affectées des signes positifs et négatifs, et pas de façon aléatoire. La question devient, pourquoi l'inégalité s'est-elle insinuée au cœur d'une balance, somme toute banale, qui oppose deux à deux des termes antithétiques qui devraient soit avoir même valeur, soit voir leur valeur varier en fonction des contextes. Et pourquoi cette hiérarchie s'est-elle instaurée de manière telle que, de façon systématique, les catégories marquées du sceau du masculin bénéficient du signe positif et sont considérées comme supérieures aux autres? On pourrait croire que ça tient à la nature même impliquée dans les catégories, mais non, car l'ordre des catégories peut varier selon les sociétés, mais jamais le caractère positif du masculin. Alors si je prends par exemple le cas d'un doublet très important, le doublet actif-passif. Bon, bien, actif dans la société occidentale est masculin et il est valorisé. Et il est valorisé car il signe l'emprise sur les choses, la maîtrise sur les choses, alors que la passivité se contente d'accepter le donné tel qu'il est, il n'a pas d'emprise sur les choses. Mais dans la pensée hindoue, mais également aussi dans la pensée chinoise, mais c'est très marqué dans la pensée hindoue, le masculin valorisé est passif, car dans ce système de pensée, le passif implique la maîtrise, non pas l'emprise sur les choses, comme dans la pensée occidentale, mais la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, y compris dans la maîtrise de la sexualité, la capacité, par exemple, de se retenir dans l'acte sexuel et de retenir l'éjaculation, la maîtrise de soi, opposée à ce qui est considéré comme un bouillonnement déréglé qui caractériserait l'activité proprement féminine. Donc là, actif et négatif et féminin, passif et positif et masculin. Alors comme on le voit, la valorisation selon les cultures est dans les deux cas masculine, alors qu'elle se déplace objectivement d'un terme à l'autre d'un même doublet. Alors pour comprendre l'installation de la hiérarchie au sein de ces catégories mentales sexuellement marquées, il faut faire intervenir la réflexion, suscitée aussi aux origines par un autre objet qui constitue lui aussi un butoir fondamental pour la pensée des humains des origines, comme de tous les temps, y compris les nôtres. En effet, un grand nombre d'éléments, pas un grand nombre, un certain nombre d'éléments appartiennent au socle dur primordial des observations irréductibles, irréfragables, qui ont été faites par nos lointains ancêtres et qui entrent en ligne de compte avec plus ou moins de force dans l'élaboration du modèle archaïque dominant. Je ne vais en retenir ici qu'une seule, comme étant celle qui porte en elle le moteur et le germe de la hiérarchie, c'est la suivante.
C'est l'observation que les femmes se reproduisent à l'identique, comme d'un moule. On peut faire sortir une forme qui correspond à ce moule, mais elles ont aussi une capacité totalement incompréhensible et apparemment exorbitante, non justifiée, de faire des corps différents d'elles-mêmes. On est toujours dans cette opposition de l'identique et du différent. Alors la réflexion des humains sur cette observation particulière du socle dur primordial a joué un rôle majeur dans la dépossession infligée aux femmes. L'élément le plus important procède en effet du besoin pour l'esprit de trouver une raison à cette capacité féminine que j'ai appelée exorbitante, injustifiée, à faire non seulement du même, le même que soi, mais du différent à soi. Comment cela pouvait-il se faire? Bon. Était-ce de leur puissance intime que venait cette possibilité? Est-ce qu'elles auraient eu une sorte de moteur interne que les hommes n'avaient pas? C'est une question essentielle en fait pour une humanité qui va ignorer, vous le savez, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'existence des gamètes masculines et féminines, l'ovule et le spermatozoïde, et ne reconnaîtra que bien plus tardivement encore la nécessité de leur rapport conjoint pour faire un enfant dans la procréation. En effet, l'enfant, il y a eu une très longue querelle au XVIIIe et sur une partie du XIXe qui a opposé ceux qu'on appelait les ovistes, qui étaient tenants de l'idée que l'enfant en germe était tout entier contenu dans l'œuf et qu'il suffisait que le spermatozoïde venait simplement d'une certaine manière le titiller ou l'aguicher. Et puis par ailleurs, les homonculistes, c'est-à-dire ceux qui voyaient un homoncule dans le spermatozoïde et qui, eux, pensaient au contraire que l'enfant était tout entier contenu dans le spermatozoïde et qu'il ne trouvait dans l'œuf qu'une nourriture. Bon, et cette longue querelle témoigne en effet de la réticence à accepter l'idée de la procréation comme le mélange de deux souches. Jusqu'à la découverte donc de la nécessaire rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, il y a eu bien des théories savantes pour expliquer la procréation, pour expliquer la naissance des enfants, mais elles tenaient à des théories qui étaient fondées sur le modèle de la digestion ou de la cuisson, mais certainement pas sur l'idée de la rencontre de deux corps nécessaires pour qu'il y ait procréation. Et donc, ce monde des origines, qui évidemment n'avait pas la moindre idée de cela, s'est fabriqué ses réponses. Et la réponse, elle s'est imposée sous deux formes que l'on trouve dans toutes les sociétés humaines et qui toutes deux excluent la possibilité pour un moule de produire de lui-même autre chose que son semblable, ce qui semble objectivement d'ailleurs un point de vue tout à fait matérialiste et rationnel à partir de l'observation. Donc, et ces deux types de réponses, on va les trouver répartis dans les diverses sociétés humaines ayant encore cours à l'heure actuelle. Bon. Ce sont les théories qui rendent compte du sexe de l'enfant, car s'y adjoignent ensuite des théories particulières qui expliquent comment de la mère et du père peuvent venir des composantes particulières pour faire le corps. Mais pour ce qui est de la détermination du sexe d'une part et de la possibilité d'y avoir un enfant, tout simplement, donc il y a donc ces deux types de théories que je vais expliquer. Dans la première, les enfants sont placés sous la forme d'homoncules, d'embryons, de graines, dans le ventre des femmes dès la naissance des femmes, et elles sont mises là par les dieux, par la divinité, ou par les esprits, ou extrêmement fréquemment par les ancêtres. Ce sont donc des possibilités d'enfants des deux sexes qui sont mises là et dont la présence n'a rien à voir avec une puissance créative féminine. Elles en sont pourvues ou elles en sont dépourvues et elles n'y peuvent rien. Donc la stérilité est souvent donc une question qui est décidée à l'avance par une décision ancestrale ou divine. Mais le développement et la sortie de ces enfants, que les femmes ont en puissance, donc dans leur corps, n'est possible qu'à travers deux opérations. L'une, c'est l'ouverture du corps des femmes, nécessaire par un homme, une vierge ne peut pas enfanter, et deuxièmement, l'arrosage régulier de chaque graine, à son tour d'apparition, parce qu'elles descendent, chacune à leur tour, à l'intérieur du corps des femmes, par le sperme masculin.
C'est par exemple le modèle qui a été rencontré par Malinowski chez les Trobriandais. Et pour donner un exemple de sa vivacité encore présente, je me référerai à un documentaire qui est passé sur Arte en janvier et que certains d'entre vous ont peut-être vu, concernant le mode de vie de familles polygynes, enfin zoulous, dans l'Afrique du Sud. Et on représentait donc les épouses d'un homme, lequel était ouvrier à Johannesburg, et ses femmes et ses enfants restaient au village natal. Et il venait leur rendre visite plusieurs fois par an. Et le commentaire qui a été fait dans Le Monde Télévision du 14 janvier explique, en reprenant des parties du texte du commentaire même du documentaire, qui sont cités entre guillemets, que le devoir de l'homme consiste à rapporter de l'argent pour nourrir les enfants et pour, entre guillemets, arroser les graines, en dormant alternativement avec l'une ou l'autre de ses épouses. Alors la phrase, dans le commentaire qui est fait par le commentateur de télévision, et qui était sans doute aussi le point de vue du commentateur qui avait fait le film, était présentée comme une très jolie métaphore de l'acte sexuel. Une invention locale fort jolie de l'acte métaphorique de l'acte sexuel. En fait, ce n'était pas du tout une métaphore de l'acte sexuel. Il convenait de prendre textuellement et au pied de la lettre, selon les conceptions locales, il doit revenir et arroser les graines qui sont présentes dans le ventre de ses épouses, afin que ces graines germent bien chacune à leur tour et lui donnent des enfants. Alors dans l'autre version, telle qu'on la rencontre elle aussi dans beaucoup de sociétés actuelles du monde, et dont nous avons, nous aussi, partiellement hérité d'ailleurs, si les femmes ont la capacité de faire des fils, et parfois même tout simplement des enfants, c'est le signe et la preuve qu'ils sont mis dans leur ventre par le sperme de l'homme. Et c'est le sperme de l'homme qui fait ainsi des enfants à son image. Les femmes ne font que les abriter, les nourrir aussi, parfois, de leur matière, et en accoucher. Alors, il y a de multiples métaphores qui sont utilisées localement. On dira qu'une femme est une marmite, un pot dans lequel cuit l'enfant, ou qu'elle est un véhicule, qu'elle est un vaisseau qui permet de passer d'une rive à une autre, etc. Mais elle n'est pas, à proprement parler, le moteur. Elle ne fait qu'abriter une souche, une semence qui a été placée en elle. Un pas de plus, et cette fois-ci sous la forme non plus ethnologique, donc des systèmes de représentation de sociétés qu'on a tendance à considérer comme primitives, mais du point de vue savant, dans la pensée grecque par exemple, eh bien c'est la théorie aristotélicienne telle qu'elle figure dans De la génération des animaux, et qui présente où la semence est ce qui porte le pneuma, lequel est porteur de la forme, de la vie, de l'identité, de tout ce qui est noble, alors même que le féminin est seulement de la matière, sa matière indispensable pour fournir le corps, mais que tout vient effectivement du pneuma. Et un rapport réussi est alors celui où la semence impose le masculin à une matière féminine qui aurait tendance autrement à proliférer de manière anarchique en se reproduisant à l'identique. Et pour Aristote, d'ailleurs, la naissance des filles, c'est le tout premier signe de la monstruosité de la matière qui est tapie dans le corps des femmes. Le deuxième signe, c'est la naissance des jumeaux ou des triplés, les naissances multiples. Le troisième, c'est la naissance des enfants qui présentent une anormalité physique, quelque chose en trop ou quelque chose en moins. Et le cinquième état, c'est celui de la monstruosité proprement dite, où dans le produit, on ne reconnaît pas l'espèce, on ne reconnaît pas la forme de l'espèce. Donc il y a 5 étapes dans la monstruosité, la toute première étant celle de la naissance de filles. Il y a donc, le masculin est représenté par 3 puissances génériques, masculine générale, individuelle, celle de cet homme-ci, et en acte, celle qui rend compte des aléas de la vie. Il est jeune, il est vieux, il est bien portant, il est malade, il fait chaud, il fait froid, il a bien mangé ou il est mal nourri, etc. Donc ces 3 puissances, si elles marchent toutes dans le même sens, elles vont faire l'enfant idéal, à savoir un garçon qui ressemble à son père. Mais
La puissance individuelle, par exemple, peut faiblir. Cela expliquera que ce sera un garçon qui ressemble à sa mère. Mais si la puissance individuelle ou en acte, les deux puissances faiblissent, on aura un garçon qui ressemblera à sa grand-mère maternelle. Et nous avons de la sorte, par ce jeu des puissances, toute une série d'explications de la naissance des garçons ou des filles et naturellement des différents types de ressemblances qu'on peut par la suite remarquer sur les produits. Eh bien, donc, la naissance des filles signe l'échec du masculin lors d'une épreuve de force qui est toujours recommencée, et cet échec est dû à des déficits particuliers. Or, les Navarros, par exemple, une population indienne d'Amérique du Nord, pensent exactement de la même façon. Les gens chez qui j'ai travaillé, les Samo du Burkina, pensent également de la même façon. Alors, on le voit, il s'agit de deux grands types de réponses conceptuellement rationnelle à une situation qui autrement était incompréhensible. Pourquoi les femmes font-elles du différent? Eh bien, on a trouvé des réponses. Et ces réponses-là, qui dépossèdent le féminin d'un pouvoir, d'un moteur qu'effectivement elle n'avait pas en elle, ce sont des réponses culturelles partagées par les deux sexes. On peut appuyer fortement l'hypothèse que ce cheminement de l'esprit a bien eu lieu sur la présence encore actuelle, dans les différentes régions du monde, de mythes qui établissent l'existence d'un temps très ancien où les hommes et les femmes se reproduisaient chacun à l'identique et séparément, et de la raison pour laquelle ces temps sont révolus. J'en raconte un seulement, avec d'autant plus de plaisir que je l'ai moi-même relevé en Afrique occidentale, où il est très présent, chez les Samo, mais il est très présent dans toute l'Afrique occidentale, avec des variantes dans d'autres régions africaines, et il y a d'autres types de mythes dans d'autres régions du monde. Mais celui dont je parle, donc africain, c'est l'idée que Dieu a créé, au départ, sa création, c'est des hommes et des femmes qui vivent dans des communautés séparées. Ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes aptitudes, ils savent faire les mêmes choses, et les hommes font leurs fils et les femmes font leurs filles. Chacun se reproduit à l'identique. Mais ils se rencontrent sur le même territoire de chasse. Et à ce moment-là, lors de ces rencontres, quelque chose apparaît de l'ordre du désir qui fait que les hommes découvrent qu'ils ont, ce qui est très intéressant pour les psychanalystes en général, les hommes découvrent qu'ils ont la capacité d'user du corps des femmes pour en tirer du plaisir. Rien de plus, puisqu'il ne s'agit pas de procréation. Simplement, cela déplaît à la divinité qui ne voulait pas que sa création fonctionne de la sorte. Elle interdit donc de continuer à avoir ce type de rapport. Mais évidemment, la chair étant faible, les hommes continuent de rencontrer les femmes et de se servir d'elles, et elles se laissent faire d'ailleurs sans problème. Bon. Et là, en usant d'une tromperie tout à fait astucieuse, puisque Dieu, pour éviter ces rencontres, ayant répandu un tapis de feuilles sèches entre les deux collectivités pour entendre le bruissement des pas, les hommes vont rejoindre les femmes en mouillant les feuilles, en emportant de l'eau avec eux pour que ça ne s'entende pas. Mais Dieu les entend quand même, et à ce moment-là, quand même, parce qu'il est très fâché, il décide qu'il va leur laisser la bride sur le cou. Il les réunit et il leur dit visiblement, vous ne voulez pas entendre raison, eh bien, puisque c'est comme ça, désormais, vous allez vivre ensemble. Et vous allez vous apercevoir à vos dépens. Et je raconte de façon humoristique, mais le texte du mythe lui-même possède cet humour que j'essaye de rendre. Bon, vous allez apprendre à vos dépens que ça aurait été mieux de continuer à vivre comme je vous avais créé, que ça sera plus compliqué de vivre ensemble, mais puisque c'est ça que vous voulez, désormais, vous allez pouvoir le faire. Simplement, comme ce sont les hommes qui m'ont le plus désobéi, c'est eux qui vont perdre le plus dans l'aventure, car je leur retire la possibilité qu'ils avaient de faire leur fils, et désormais, je la donne aux femmes. Bon, donc. Alors, les femmes ont donc été tenues à travers ces analyses sur les données concrètes que les hommes avaient à observer, les humains avaient observé, les femmes ont été tenues pour le bien le plus nécessaire à la survie des groupes, car sans reproductrices, il n'y a plus d'avenir. Mais compte tenu du temps nécessaire à la fabrication in utero, au nourrissage au sein, qui dépassait sans doute les 4 ans dans les temps des origines des hommes, puisqu'il est encore de 2 à 3 ans dans des sociétés traditionnelles, le temps nécessaire à l'apprentissage de l'autonomie physique de l'enfant, 2 conclusions se sont également imposées. Il fallait que les femmes soient appropriées pour que les mâles fécondateurs ne courent pas le risque de voir
le fruit qu'il convoitait, surtout, à savoir un semblable, ce que par la suite on appellera un fils, mais un semblable, leur échappait au profit d'un autre. Mais il fallait de plus confiner les femmes dans cette tâche, et puisqu'elles font les enfants des deux sexes, elles doivent essentiellement servir à cela, être maintenues à cette tâche et à ses entours nourriciers par différentes méthodes. La philosophe Gabrielle Suchon, d'ailleurs, avait bien vu au XVIIe siècle, au temps de ce grand litige dont j'ai cité quelques termes tout à fait au début, quels étaient les trois grands manques dont souffrait partout le sexe féminin. La privation de liberté pour ce qui concerne son destin, son propre destin, la privation de l'accès au savoir, ce savoir qui émancipe et qui permet la critique, et la privation de l'accès aux fonctions d'autorité, trois choses qu'elle disait pourtant belles et nécessaires, et je crois qu'on ne peut pas trouver de meilleurs qualificatifs. Ce sont en effet des mesures absolument nécessaires au confinement des femmes dans la fonction maternelle et secondairement dans la fonction sexuelle. Au fondement de la société, les anthropologues, à la suite de Taylor et surtout de Claude Lévi-Strauss, placent un ensemble de traits dans l'analyse qui a été faite donc de ces origines du social, dont je dois dire que tous et tous, à leur insu, que ce soit de Taylor, de Lévi-Strauss et de leurs suivants, tous ces traits supposent dès l'origine la mainmise des hommes sur les femmes de leur groupe et sur les épouses qu'ils vont en obtenir en les échangeant avec d'autres hommes. C'est la prohibition de l'inceste qui est partout présentée par les informateurs et ce qui est donc repris par l'anthropologie comme le fait d'hommes qui s'interdisent l'accès sexuel à leurs filles et à leurs sœurs pour pouvoir les échanger contre les filles et les sœurs d'autres hommes appartenant à d'autres groupes, le tout dans un régime qu'on appelle exogamique, c'est-à-dire le mariage à l'extérieur de son groupe d'origine, fondateur du lien social, d'autant que ce régime est doublé par les deux institutions celle du mariage, disons, pour lui donner un mot, c'est-à-dire ce lien qui unit deux familles, et la répartition sexuelle des tâches qui rend dépendants l'un de l'autre deux individus dans le mariage. Je vais insister juste une minute sur ce dernier point. Une plus grande valeur, vous le savez, est accordée aux tâches décrétées masculines. Or, au départ, les hommes chassent et les femmes cueillent. Alors, sans doute, on peut penser que les femmes n'ont pas chassé dès les origines des temps pour des raisons symboliques. La pensée, en effet, établit des correspondances de sympathie, de passage entre le monde et le corps, et faire couler le sang risque d'entraîner des hémorragies permanentes, donc la stérilité chez les femmes. C'est un discours qu'on entend régulièrement. Et d'ailleurs, pour bien faire comprendre que ce discours sur la sympathie qui existe entre le monde et le cosmos et le corps, je vais montrer par quelques exemples que nous connaissons nous-mêmes ce type de discours. Par exemple, en France, eh bien, nous avons pensé je pense que les femmes de mon âge qui sont dans la salle se souviendront de ce temps. Nous pensions qu'une femme qui a ses règles, qui a ses menstrues, ne peut pas faire prendre une liaison culinaire. Elle fait rater la mayonnaise. Bon, alors bien sûr, maintenant, avec les appareils électriques, on ne se pose plus la question dans ces termes. Mais on pensait de la sorte. Mais c'était quelque chose qui nous était dit. Bon, on ne s'est jamais posé la question de savoir à quoi ça correspond. C'est un problème de sympathie. Simplement, une femme qui a ses règles, une femme mariée qui a ses règles, parce que c'était dans le cadre du mariage, généralement, qu'on le disait, eh bien, ça veut dire qu'elle n'a pas pris elle-même. La conception, c'est une prise d'humeur, etc. Et n'ayant pas pris, elle coule. Et si elle coule, eh bien, de la même manière, par sympathie, les liaisons ne peuvent pas être prises, elles vont couler de la même manière. Mais on le disait aussi pour la saumure, elle faisait tourner le lard, les femmes qui avaient leurs règles, ou pour la vinification, elle faisait tourner le mou, elle le faisait tourner à l'air, etc. Il y a toute une série d'interdits qui portent sur la coprésence d'une femme ayant ses règles avec toutes ces opérations culinaires particulières. Mais même si c'est pour des raisons symboliques qu'elle ne chassait pas, c'est la valorisation ultérieure qui est donnée à la chasse est simplement due au fait que la chasse est masculine. La chasse n'est pas valorisée en soi, comme la collecte ou le ramassage ne sont pas dévalorisés en soi.
Sur le plan de la rentabilité, par ailleurs, on a pu montrer, par l'observation au plus près des 25 ou 30 groupes de chasseurs-cueilleurs qui existent encore dans le monde et qui, je vous assure, ont été véritablement très étudiés, que les femmes qui font la cueillette fournissent au quotidien, à plus des 2/3, la nourriture de leur groupe. Les chasseurs reviennent souvent bredouilles, surtout avec les moyens dont ils disposent. Ce n'est pas si aisé de revenir avec une antilope à partager par tout le groupe. En fait, la nourriture du groupe tient à ce travail quotidien de collecte des femmes qui, par ailleurs, parcourent également de très grandes distances, analogues à celles que parcourent les hommes sur les terrains de chasse. Cependant, la collecte n'est pas valorisée alors que la chasse l'est dans ces sociétés. Ça veut dire que ces valeurs positives ne sont pas celles qui viendraient concrètement de la valeur en soi de l'opération et de ce qu'elle rapporte au groupe, ce sont celles de celui qui est valorisé sur celle qui ne l'est pas, de celui qui possède sur celui qui est possédé. Les femmes devenues objets d'échange à cause de leur fécondité ne sont plus les sujets de leur propre sort et de leur propre histoire. Leur éviction des tâches que l'ordre social pose comme nobles se double pour la justifier de l'établissement d'un corps de jugement de valeur fondé sur le dénigrement et qui opère toujours de nos jours, y compris dans les sociétés occidentales. J'aurais eu 2 ou 3 mots à vous dire encore, mais comme je ne veux pas empiéter sur le temps qui est laissé à mon ami, mon collègue et ami ici, je vais m'arrêter là car je crois avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Je m'aperçois que le temps passe vite. Bien, je vous remercie. Je suis particulièrement heureux de faire cette soirée avec Françoise Héritier, d'autant que nous avons l'occasion de travailler ensemble dans le cadre des assises de la recherche au groupe Recherche et Société. Et donc, moi, je suis le biologiste de service ici et je voudrais vous dire que les biologistes, évidemment, ont été tout à fait intrigués par le sexe, eux aussi, que ça fait longtemps qu'ils se posent des questions. C'est pas toujours facile à illustrer. J'ai pris quelques photos au Louvre ou à Pompéi pour ça. Mais alors, évidemment, les images dans la biologie ont été diverses et variées. Françoise Héritier vient de vous parler de celle-là. Ça, c'est le spermatozoïde portant le petit bonhomme prêt à aller s'implanter dans le ventre de la mère. Donc, l'image de la petite graine. Ça aussi, je pense que malheureusement, on l'emploie encore dans nos sociétés. Et je voudrais vous dire que les biologistes aujourd'hui essayent de comprendre, donc avec la théorie de l'évolution, les raisons de notre état. Comment on est aujourd'hui, eh bien, vu par des biologistes. Et actuellement, cette démarche envahit tous les domaines, dans les pays anglo-saxons en tout cas. Par exemple, une nouvelle discipline qui s'appelle la médecine darwinienne a vu le jour il y a récemment à l'Académie des sciences américaines, avec cette question « Pourquoi tombons-nous malades ?» et avec d'ailleurs des réponses données par les spécialistes qui peuvent aller jusqu'à le fait de nous recommander la plus grande prudence vis-à-vis d'un certain nombre d'actes et parfois peut-être des raccourcis un peu trop saisissants entre ce qui se passe chez les animaux et ce qui se passe chez nous. Il faut bien dire que l'une des difficultés dans ce domaine, c'est que la plupart d'entre nous avons du mal, et je pense qu'on n'y arrive absolument pas en fait, à réfléchir à la biologie en oubliant qu'on est des humains, et donc à penser le sexe, par exemple, en biologie, indépendamment de la perception que nous en avons nous-mêmes. Et bien sûr, ça sera vrai pour toutes les époques, tous les moments. Donc je vais vous présenter l'époque actuelle. Sachez qu'il y a un certain nombre de choses nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan sociologique dans nos sociétés? J'aimerais bien qu'un jour Françoise Héritier et ses collègues nous le disent. Parce que ça change beaucoup actuellement chez les biologistes. Alors d'abord, pourquoi 2 sexes? Eh bien, une première chose qui apparaît quand on regarde la biologie en général, c'est qu'il n'y a pas nécessairement 2 sexes. Ça dépend d'abord de ce qu'on appelle un sexe. Chez les bactéries, il y a du sexe au fond. Qu'est-ce que j'appelle sexe dans ce cas-là? C'est le fait que 2 organismes mettent en commun leur information génétique pour en fabriquer un 3e qui procède des 2 précédents. Dans ce cas-là, alors si c'est ça que j'appelle sexe, alors le sexe existe depuis certainement l'origine de la vie. Il n'y a jamais eu de vie sans sexe à la surface du globe, ou plus exactement, si aujourd'hui il y a des espèces qui ne pratiquent pas le sexe, eh bien c'est une perte secondaire et non une non-acquisition évolutive. Mais
ce qu'on appelle sexe, évidemment, nous, en tant qu'humains, eh bien, on se dit, voilà, on sait bien, il y a des mâles, il y a des femelles, ils font ce qu'ils ont à faire ensemble, et puis ça fabrique des descendants. D'ailleurs, au Louvre, où j'avais été chercher des photos pour illustrer une conférence de botanique, j'avais beaucoup apprécié, bien sûr, cette sculpture que certains d'entre vous connaissent déjà sûrement, qui se trouve dans la salle des Cariatides. Elle a malheureusement été déplacée maintenant, elle est au milieu de la salle, on n'en profite plus aussi bien qu'avant. Cette charmante personne, donc, que vous voyez tout à fait à Languille, eh bien, dans le temps, elle était posée contre une fenêtre et en gros, personne ne faisait le tour, ce qui est bien dommage parce que quand on faisait le tour, on découvrait avec stupeur qu'elle était nantie d'un organe qui ne correspondait pas au reste de son anatomie. Et je suis resté un moment dans cette salle et j'ai fait quelques photos de gens qui avaient fait le tour de la statue et qui restaient toujours un peu pensifs comme ça, vous voyez. Et ils étaient étonnés. Cet individu est un hermaphrodite. Un hermaphrodite, c'est pas normal. D'ailleurs, à Pompéi, alors en revanche, c'est bien, vous savez que dans l'histoire, un satyre est totalement dégoûté et fuit l'hermaphrodite, refuse de s'accoupler avec. Et tout ça, c'est parce que c'est pas des botanistes, ces gens-là. Parce que chez les botanistes, alors l'hermaphrodisme, c'est la norme. Enfin, pas chez les botanistes, bien sûr, mais dans les plantes, dans leurs objets d'étude. Chez les plantes, la plupart des espèces sont hermaphrodites. Chaque fleur possède à la fois des étamines, c'est-à-dire ce qui va produire la fonction mâle, c'est-à-dire le pollen qui n'est pas un gamète, hein, qui est une toute petite plante, si vous voulez, qui ira germer sur la partie femelle de la fleur. Et là, eh bien, cette petite plante germera et emmènera les spermatozoïdes jusqu'aux ovules. Mais chez les plantes, eh bien, il existe des fleurs anormales, des fleurs qu'on n'appelle d'ailleurs pas femelles. Les botanistes ont inventé un vocabulaire tout à fait extraordinaire à ce sujet-là. Ils n'appellent pas ça des femelles. Un individu qui produit des graines, mais pas de pollen, ça s'appelle pas une femelle, ça s'appelle un mâle stérile. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un exposé de botanique, heureusement pour vous, mais pourquoi donc, si vous entendez parler de stérilité mâle chez une plante, il s'agit seulement de la perte des organes mâles qui, étant donné que la norme, c'est l'hermaphrodisme, la femelle est un hermaphrodite qui a perdu sa fonction mâle. Ça a été un de mes sujets d'études préférés pendant longtemps. Je n'y reviendrai pas trop longuement aujourd'hui, mais je voudrais que vous sachiez donc que, par exemple, chez les plantes, on trouve souvent... Alors, la plupart des espèces sont entièrement composées d'hermaphrodites, mais il existe pas mal d'espèces, une dizaine de pourcents, qui, en plus de ces hermaphrodites, possèdent des femelles, enfin, des mâles stériles. Et là, j'ai rapproché les fleurs, c'est du thym, hein, chez le thym, par exemple, eh bien, la proportion de mâles stériles, de femelles, atteint 95% dans certaines populations. Donc, il y a des questions qui se posent sur la raison pour laquelle ça se passe comme ça. On ne les détaillera pas aujourd'hui. Et il y a un tout petit pourcentage d'espèces de plantes chez lesquelles il y a des mâles et des femelles séparés. Ça, c'est une minorité. C'est le cas chez l'asperge, par exemple. Voilà, bon, je vous passe cet aspect-là parce que ça prendrait trop de temps. Alors, je voudrais vous dire que si jamais ce que j'appelle sexe maintenant, c'est le fait d'appartenir, que chaque individu appartienne à un groupe qui ne peut se reproduire qu'avec des membres de l'autre groupe et pas avec des membres de son propre groupe. C'est aussi une acception de l'idée de sexe dans notre langage habituel. Vous voyez que je vous ai donné deux définitions qui n'ont rien à voir, hein. L'une, c'est deux individus se mettent ensemble pour fabriquer un descendant différent, ça c'est le sexe en général. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un sexe ou un genre, hein, être mâle ou femelle, par exemple, pour nous, eh bien, ça revient à dire est-ce que je peux me croiser avec cet individu ou pas, est-ce que je peux faire un descendant avec. Eh bien, chez les plantes, il y a des tas d'exemples tout à fait intéressants. Par exemple, les primevères sont toutes hermaphrodites. Mais chez les primevères, il existe deux sortes de plantes, celle qui est au tableau actuellement, qui ont des étamines basses et le stigmate haut. Le stigmate, c'est l'endroit où va germer le pollen. C'est difficile, hein? Non, ça. Donc les étamines sont en bas, celles qui produisent le pollen, donc la partie mâle est en bas, la partie femelle est en haut. Et puis il existe à côté des plantes qui ont, elles, au contraire, les étamines en haut et les pollens et le stigmate en bas. Et ces deux types de plantes ne peuvent faire des descendants qu'en se croisant entre elles. C'est-à-dire que le pollen de ces plantes, de ces fleurs-là, ne peut pas germer sur des styles comme ça, et le pollen de ces fleurs-là ne peut pas germer sur les stigmates de cette fleur-là. Pour que cette fleur-là puisse faire une graine, il faut un pollen provenant de celle-là. Il y a donc chez les primevères, au fond, deux sexes, un sexe à étamine longue et un sexe à étamine court, mais chacun des deux est hermaphrodite. Mais il existe d'autres espèces de primevères chez lesquelles il y a une troisième forme avec des étamines de taille intermédiaire. Donc chez les primevères, il peut y avoir trois sexes. Et puis, alors là, je ne vous détaillerai pas le système, mais chez le trèfle le plus bête, celui que vous trouvez dans votre jardin, eh bien, il peut y avoir des centaines de sexes.
c'est-à-dire des centaines de groupes d'individus qui ne peuvent pas se reproduire avec un membre du même groupe qu'eux, mais doivent aller chercher un membre d'un autre groupe pour se reproduire. Vous voyez que le fait de lier le sexe au fait d'être mâle ou femelle, par exemple, eh bien, c'est un raccourci qu'on fait parce que chez nous, c'est lié, mais ce n'est pas nécessairement le cas. De la même façon, le fait de la reproduction sexuée est un cas particulier du sexe. Chez les bactéries que je vous montrais tout à l'heure, il y a échange de gènes entre deux individus, on pourra en reparler un petit peu, mais cet échange de gènes ne se traduit pas par la fabrication d'un descendant. La bactérie a un temps pour faire des descendants, le moment où elle se divise, et un autre temps pour faire du sexe, le moment où elle échange des gènes avec les autres. Le sexe chez les bactéries se produit à un autre moment que la reproduction. Bon, le trèfle, je ne vous en parle pas. Alors, la deuxième question, donc voilà, la première question qu'on pouvait se poser, c'est comment il se fait qu'il y ait deux sexes. Et bien, vous voyez qu'il peut y en avoir plus que ça dépend de ce qu'on appelle des sexes. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le sexe pour se reproduire dans tellement d'espèces, dans la nôtre en particulier, ou pourquoi est-ce que certaines espèces pratiquent le sexe, même indépendamment de la reproduction. Alors, cette question-là a été largement révisée au cours de la fin du XXe siècle, parce qu'on a mis vraiment en pratique l'explication évolutionniste issue d'une part de la sélection naturelle, donc découverte par Darwin, et d'autre part de la génétique. Le fait que on va donc voir un petit peu ce que ça nous dit, ça, quels sont les présupposés qu'on va être obligé de mettre en place pour arriver à parler du sexe. Ce qu'il y a de nouveau à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait beaucoup à l'heure actuelle? Donc, qu'est-ce que c'est que l'information génétique est portée par la molécule d'ADN? Je vais pas. Et cette molécule est capable de se reproduire, et cette reproduction a un certain nombre d'effets, on va y revenir. L'une des premières choses qui se passe actuellement, c'est qu'on sait repérer l'histoire des êtres vivants grâce justement à ces molécules d'ADN. En étudiant les molécules d'ADN, on peut retracer l'histoire des groupes, faire des découvertes qui ont complètement bouleversé un certain nombre de biologistes. Par exemple, le fait qu'il n'existe pas seulement deux grands groupes d'organismes, les bactéries d'un côté et les eucaryotes, les individus qui ont des noyaux dans leurs cellules comme nous, mais aussi un troisième groupe qu'on a appelé les archées, bien à tort, et qui est manifestement aussi ancien que les deux autres. Et toute l'histoire de la biologie, aujourd'hui, on la raconte avec des arbres comme celui-là. Alors, vous voyez, là, c'est un arbre de la famille qui nous contient, hein, c'est-à-dire les humains, mais avec les chimpanzés, et puis les gorilles, les orang-outans. C'est un arbre possible. Je ne discuterai pas des différents arbres possibles. Et tout ça, c'est donc l'histoire de notre histoire évolutive qu'on raconte comme ça. Je voudrais vous dire que si vous allez sur le web et que vous cherchez à phylogénie, P-H-Y-L-O-G-N-Y, vous allez voir apparaître des centaines de sites qui vous donnent tous des arbres comme ça ou des méthodes pour en fabriquer. Voilà, alors donc, je vous en montre toute une série pour vous montrer à quel point les évolutionnistes actuellement passent du temps à fabriquer ces arbres, à les regarder, à les contempler, à les dessiner avec plus ou moins d'art. Ou de mauvais goût. Et donc, in fine, donc voilà un petit peu l'image qu'on a actuellement de ce que c'est que l'histoire de la vie et comment on se la représente. Simplement, vous voyez, à force de regarder ces arbres, les évolutionnistes se sont rendus compte que ce qu'ils regardaient ici, ça fait pas si longtemps que ça qu'on dessine des arbres comme ça. En fait, le premier arbre comme ça dessiné, c'est un phénomène historique tout à fait remarquable. Il se trouvait dans l'origine des espèces de Darwin en 1859. Et c'est la seule figure de ce livre. Donc un arbre, ces arbres nous parlent, au fond, on les regarde, on les contemple, et je pense que dans l'esprit des biologistes qui contemplaient ces arbres, il s'est passé quelque chose de tout à fait singulier. C'est que quand on regarde un arbre comme ça, on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qu'il y a sur la branche là. C'est quoi la branche? C'est bien sûr l'histoire de l'espèce qui est représentée. Mais qu'est-ce qui passe là-dedans? Eh bien, évidemment, il y a des organismes, et puis ces organismes font des descendants, qui eux-mêmes font des descendants, qui se reproduisent, et ainsi de suite, et tout ça va fabriquer une lignée. Simplement, qu'est-ce qui a été transmis de là à là? Vous voyez ici un arbre qui part de l'origine commune de tous les poissons, et nous y compris, évidemment, puisqu'on est issus des poissons, donc du requin aux humains. Qu'est-ce que j'ai hérité de cet ancêtre-là, qui est le mien? Je n'ai évidemment pas hérité de son corps, ni de sa matière, pour reprendre les expressions aristotéliciennes de tout à l'heure. Je n'ai hérité qu'une chose, je n'ai hérité que son information génétique. L'histoire de la vie représentée avec ces arbres, c'est l'histoire d'une information génétique qui se reproduit à travers les organismes.
Et une fois que les évolutionnistes en sont venus à se dire ça, ils en sont venus en gros dans les années 1970 à voir les choses comme ça, ils se sont rendus compte que l'information génétique se perpétue à travers le temps, alors que les organismes ne sont que des structures transitoires qui reçoivent cette information de leurs parents et la transmettent à leurs descendants. Une des grandes découvertes, je pense que vous le savez, du 19e siècle, c'est que justement, on ne transforme pas l'information génétique qu'on a reçue de ses parents, on ne fait que la répliquer et la transmettre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, pour reprendre une expression célèbre. Donc, ces arbres nous disent qu'au fond, l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'une information génétique qui se réplique et qui produit des organismes qui la répliquent plus ou moins efficacement. Alors, qu'est-ce que ça change de voir les choses comme ça ? Ça change une chose, c'est que lorsque un organisme est constitué de telle façon qu'il se porte très bien, qu'il va très bien, qu'il vit même très longtemps, mais qu'il ne reproduit pas son information génétique, eh bien cet organisme n'aura aucun avenir évolutif. Vous êtes bien d'accord avec moi ? L'évolution conservera beaucoup mieux un organisme mal fichu, malade, malheureux, mais qui aurait fait beaucoup de descendants. Pourquoi beaucoup de descendants ? Eh bien parce que l'information génétique portée par cet organisme va se reproduire en grande quantité du fait du nombre de descendants de cet individu. Donc ce qui est sélectionné par la sélection naturelle, ce n'est pas la bonne santé ou quoi que ce soit d'autre, c'est le fait d'être fortement capable de répliquer son information génétique. Il y a une espèce de mensonge institutionnel. Là aussi, on dit souvent en biologie que les individus se reproduisent quand on parle de la reproduction sexuée. Vous savez tous qu'on ne se reproduit pas quand on fait un descendant. Les parents le découvrent souvent avec horreur un jour ou l'autre. Et on reproduit quelque chose, on reproduit son information génétique. Et puis dans l'espèce humaine, on reproduit un certain nombre de choses au niveau social et culturel. Mais ça, ce n'est pas tout à fait mon domaine. Alors, donc sur le plan biologique, ce qui est transmis, c'est de l'information. Ce qui est sélectionné, c'est de l'information, c'est l'information génétique. Et les organismes, d'une certaine façon, à force de regarder ces arbres, ont perdu de leur consistance. Ce qui devient consistant, c'est le trait dans l'arbre, c'est l'information génétique qui se transmet. L'individu a une durée tellement faible dans ce système qu'on ne le voit plus. Et les généticiens de l'évolution ont compris que, effectivement, ce qui était sélectionné par la sélection naturelle, c'était l'information génétique capable de produire des organismes qui la reproduisaient le mieux possible. Alors, ça a été confirmé par des tas de choses que je n'aurai pas le temps de vous discuter aujourd'hui, mais sachez par exemple qu'on a trouvé dans les chromosomes de la petite mouche drosophile, notre victime préférée, des morceaux de gènes qui n'ont absolument aucune autre fonction que de se reproduire eux-mêmes dans les chromosomes. L'information génétique, du moment qu'elle se transmet, existe et n'a pas besoin d'autres raisons pour être là. Ça a amené les évolutionnistes à combattre une attitude assez courante en biologie et qu'on a qualifiée de panglossienne. Pangloss, vous le savez, c'est ce philosophe inventé par Voltaire pour se moquer de Leibniz dans le conte Candide. Et il est dit que Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie, qu'il prouve admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans le meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron étant le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. C'est écrit. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Je vous ferai remarquer que ceci a été écrit plusieurs dizaines d'années avant que Bernardin de Saint-Pierre n'écrive très sérieusement que le melon a des dessins de tranches pour être mangé en famille. Dans un livre qui s'appelle Les harmonies de la nature, dans lequel justement il cherchait à démontrer à quel point le Créateur, dans son infinie bonté, a fabriqué une nature entièrement dévolue au bien-être des humains. Mais ceci dit, cette vision panglossienne, on en a toujours plein. Par exemple, on dira souvent que les individus font quelque chose pour la perpétuation de leur espèce. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais dans l'espèce humaine, qui a au moins autant que pas mal d'autres la conscience de l'importance de sa collectivité, on constate que les gens ne font pas grand-chose pour le bien du groupe. Ils ont tendance, en général, à faire plutôt les choses pour leur bien individuel. Comment pouvez-vous imaginer qu'alors que l'espèce humaine est incapable de faire quoi que ce soit pour la perpétuation de l'espèce, et que d'ailleurs certains prédisent que ça ne va pas durer bien longtemps comme ça, et comment peut-on imaginer qu'une amibe se soit dotée d'une conscience de groupe qui lui permette de faire quelque chose pour la perpétuation de l'espèce ? Ce qui est sélectionné, c'est la reproduction de l'information génétique de l'amibe elle-même, point. Si ça conduit l'espèce à survivre, très bien. Si ça conduit l'espèce à s'éteindre, elle s'éteindra.
Il n'y a pas de force qui empêche les espèces de s'éteindre, qui fasse que les individus vont tout d'un coup se dire « Oh là là, ça c'est pas bien, ça va faire éteindre l'espèce », on ne le fait pas. Si quelque chose augmente la reproduction de l'information génétique, fût-ce en mettant l'espèce en danger, eh bien ce quelque chose est sélectionné. Et justement, un beau terrain pour l'attitude panglossienne en évolution, ça a été le sexe. Parce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que les individus se reproduisent sexuellement. Réponse simple, parce que c'est bon pour l'espèce. Parce que ça fait de la diversité. Alors, il fallait imaginer que les organismes avaient une conscience de groupe qui leur permettait de se dire qu'il fallait faire de la diversité. Et au fond, on a accepté cette idée sans trop la questionner jusqu'aux années 70 toujours. Mais une fois qu'on a compris que ce qui était sélectionné, c'était exclusivement les capacités de reproduction à court terme de la formation génétique, cette explication ne tenait plus. Bon, je vous passe les détails techniques. Pourquoi elle ne tenait plus? Eh bien parce qu'il y a un coût absolument énorme à la reproduction sexuée, du point de vue de la femelle. Alors on l'appelle en termes techniques en biologie le coût de la méiose, mais coût avec un T s'il vous plaît, ou alors coût de la production des mâles. On va voir ces deux trucs-là. Alors, une femelle, c'est donc... Comment est-ce qu'on reconnaît un mâle d'une femelle? Voilà, tiens, j'ai pas encore dit ça. Je ne crois pas que Françoise Héritier non plus l'ait dit. Hein. Comment on reconnaît un mâle d'une femelle? C'est une question complexe. Évidemment, dans notre espèce, on a toute une série de critères, mais si je regarde des vers, des petits animaux qui ne nous ressemblent pas terriblement, comment je vais reconnaître le mâle de la femelle? Alors la définition est simple. La femelle est un organisme qui produit une grosse cellule, un gamète de grosse taille, qu'on appelle donc l'ovule, et alors que le mâle produit un gamète de petite taille, en général mobile, qui va venir rencontrer l'ovule. La femelle, elle ne fait pas que ça d'ailleurs, hein. Elle fait une grosse cellule. Vous en avez déjà vu des gros ovules, hein, je suis sûr. Vous avez tous déjà vu un ovule. Si, le jaune d'œuf, hein, c'est un ovule. Vous voyez, ça, c'est une grosse cellule. Hein. Souvent, elle met autour des trucs bien pour que quand l'œuf sera fécondé, quand l'ovule sera fécondé, ça donne de quoi nourrir à l'embryon. C'est l'exemple du blanc d'œuf, ou bien sûr de tout ce qui se passe dans la grossesse des mammifères, et des femmes en particulier. Donc la femelle va nourrir le petit, elle va souvent le garder dans elle, le laisser se développer en parasite sur son corps à elle, et même chez les mammifères, elles ont développé des glandes qui permettent, entre autres, de nourrir les petits. Donc, les glandes mammaires, bien sûr. Alors, ces femelles donc, fabriquent une grosse cellule et vont mettre tout ce qu'il faut autour pour que cette cellule fabrique un descendant. Et la chose extraordinaire du point de vue de leur information génétique, c'est que dans cette cellule, au départ, il y a leur gène à elles, aux femelles. Que fait la femelle pour faire ce descendant? Elle pratique une opération qu'on appelle la méiose, qui consiste à jeter à la poubelle la moitié de ses gènes. La poubelle en question s'appelle un globule polaire en biologie. Bon, mais c'est un mot poli pour dire ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous possède 2 exemplaires de chaque gène, un qu'il a reçu de sa mère, un qu'il a reçu de son père. Et la femelle, pour faire un descendant, va faire une grosse cellule et éjecter un gène sur 2 à chaque fois, celui qu'elle a reçu de son père ou de sa mère, pour n'en garder qu'un. Pourquoi elle fait ça? Eh bien parce que va arriver un gamète mâle, un spermatozoïde, qui va venir mettre ses gènes à lui à la place de ceux qu'elle a éjectés. Du point de vue de la reproduction des gènes de la femelle, c'est une catastrophe. Elle en jette la moitié à la poubelle, qui ne se reproduiront pas. Si une femelle ne faisait pas ça, mais à partir de la même cellule de départ, sans jeter ses gènes à elle et sans accepter ceux du mâle, elle fabriquait le descendant tout directement, eh bien, ces gènes se reproduiraient 2 fois plus. De ce point de vue-là, le spermatozoïde apparaît comme une espèce de parasite. Oui, la phrase de Sioran, le spermatozoïde est le bandit à l'état pur, traduit bien donc cette vision des biologistes sur la question. Le spermatozoïde, donc, apporte des gènes dont la femelle n'avait pas besoin puisqu'elle en avait déjà les siens à la place. Et il a fallu qu'elle enlève les siens pour que ceux du mâle viennent à la place. Or, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Or, le mâle, lui, très souvent, dans la plupart des espèces vivantes, le mâle n'apporte rien aux descendants. Il existe des espèces chez lesquelles il y a besoin du mâle. Par exemple, chez certains oiseaux, pour nourrir les petits, il y a besoin que 2 parents s'y mettent parce que ça fait beaucoup de boulot, particulièrement si j'ai dans un milieu très difficile, comme chez les albatros ou les manchots. Mais dans la plupart des cas, le père ne reverra jamais ses descendants. Et d'ailleurs, souvent, il vaut mieux, sinon il les mangerait. Hein. Alors, dans notre espèce, je ne discute pas, hein, mais...
C'est Françoise qui prendra ça. Donc les visions d'ailleurs fantasmatiques du spermatozoïde, toujours allant à la conquête de l'ovule, n'est-ce pas? Voilà des spermatozoïdes en train d'attaquer sauvagement un ovule. Voilà l'image tout à fait pénétrante d'un spermatozoïde en train de se faufiler à l'intérieur d'un ovule. Comment on appelle un organisme qui va dans un autre organisme, qui lui injecte ses gènes de telle façon que les gènes se reproduisent dans l'autre organisme et sans rien faire lui-même dans l'affaire? Eh bien, en biologie, on appelle ça un parasite. Or, c'est très exactement ce que font la plupart des mâles et ce que fait certainement originellement le mâle dans les espèces vivantes. D'où cette idée que le mâle est un parasite de la femelle. Et ça, au fond, que les parasites, on y est habitué. Tout le monde vivant est quand même fait d'une somme de prédation et de parasitisme extraordinaire. Il y a bien peu d'individus qui se débrouillent tous. D'ailleurs, il n'y a pas d'espèce vivante qui puisse se débrouiller complètement toute seule. Tout le monde profite des autres d'une façon plus ou moins sympathique. Ce qui est surprenant, c'est donc pas qu'il y ait des mâles pour parasiter les femelles. Ce qui est surprenant, c'est que les femelles le fassent exprès de se faire parasiter. Pour les biologistes. Cette méiose, cette élimination de la moitié de ses gènes pour prendre la moitié des gènes du mâle, ça c'est une grande surprise. Et ça coûte extrêmement cher puisque ça perd la moitié de la reproduction. Alors les mâles, le parasitisme du mâle a été exacerbé dans pas mal de formes d'art, mais j'y reviendrai pas trop ici. Alors, une autre manière de vous montrer ce que ça coûte d'accepter d'avoir des rapports avec des mâles pour faire des descendants plutôt que de les faire tout seul, c'est ce qui a été donné par John Maynard Smith, un des derniers très grands évolutionnistes qui vivait encore du XXe siècle, qui vivait encore au XXIe siècle, et qui est malheureusement mort la semaine dernière. La semaine dernière, il est mort? Oui. Ah bon. Imaginez dans une population qu'apparaisse une femelle. On va faire simple. Je vous garantis que si vous faites des calculs compliqués avec des hypothèses plus compliquées, vous trouvez toujours le même résultat. On va supposer qu'on est dans une population où chaque femelle fait 2 enfants. D'accord? Pas plus, pas moins. Et ça, c'est pour se simplifier la vie. Et imaginez qu'une femelle n'accepte donc pas de jouer ce petit jeu. Au lieu de mettre la moitié de ses gènes dehors, eh bien, elle fait, avec la même cellule, elle fait ses 2 enfants. Pendant ce temps-là, la femelle sexuée, elle accepte les gènes d'un mâle. Et le résultat, c'est que du coup, elle fait un fils et une fille. Pendant ce temps-là, la femelle asexuée, la femelle qui ne pratique pas le sexe, a fabriqué 2 filles. Eh bien, la génération d'après, les 2 filles vont en faire 4. À la génération d'après, les 4 vont en faire 16, etc. En 10 générations, on aura 1024 filles qui seront sorties de la femelle de départ là, alors que celle-là, à chaque génération, elle aura fait un mâle et une femelle. Le mâle et la femelle ensemble, ils auront fait 2 descendants. C'est ce que Maynard Smith appelait le coût de la production des mâles. Les mâles servent à rien, vous comprenez, du point de vue de la reproduction, puisque tout l'effort reproductif est fait par la femelle. Donc si à nombre de descendants égal, on faisait que des filles et pas de fils, eh bien évidemment qu'on se reproduirait beaucoup plus. Et la sélection naturelle favoriserait ça. Essayez de vous faire une expérience de pensée, comme diraient les physiciens, où apparaîtrait une femme parthénogénétique dans notre espèce qui fasse exactement autant de descendants que les autres. Eh bien je vous garantis que s'il ne se passe rien de spécial, la descendance de cette femme envahira toute l'espèce humaine. Alors comment se fait-il que ça ne soit pas arrivé? Eh bien je vais vous dire, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, dans notre espèce, jusqu'à une époque récente, c'était infaisable de la parthénogénèse. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de procréation, peut-être que ça va le devenir. Mais la plupart des espèces, on peut dire que si elles ne sont pas parthénogénétiques, si elles n'ont pas perdu le sexe, eh bien c'est parce qu'elles ne savent pas le perdre. Elles ne savent plus le perdre. Elles ne savent pas s'en passer. Mais ceci dit, il y a des espèces, je vais passer sur celle-là, qui perdent la reproduction sexuée, et les espèces qui la perdent complètement. Ça, par exemple, c'est une image qui est considérée comme particulièrement érotique par beaucoup de biologistes, puisqu'il s'agit de 2 femelles de lézards fouette-queue en train d'avoir des rapports sexuels. Et c'est un lézard parthénogénétique chez lesquels ces femelles ne font plus que des descendants filles, comme elles se clonent naturellement, elles font de la parthénogénèse, mais simplement elles ne savent toujours pas comment déclencher leur ovulation sans des rapports sexuels. Et donc elles ont les rapports sexuels entre elles, et ensuite elles vont chacune de leur côté pondre leurs œufs. Les grenouilles vertes sont aussi parthénogénétiques, il y a aussi des tas de petits poissons. Alors chez les Poeciliopsis, il y a un phénomène du même genre que celui des lézards. Ces femelles sont capables de faire des descendants toutes seules. L'œuf ne contient pas les gènes d'un spermatozoïde, elle n'a pas éliminé ses gènes à elle, mais malheureusement, le développement de l'œuf ne peut pas démarrer tant qu'un spermatozoïde n'a pas pénétré cet œuf. Alors, comment faire? Puisque dans cette espèce, bien sûr, puisqu'elles ne font que de la parthénogénèse, il n'y a que des femelles. Eh bien, elles vont draguer les mâles de l'espèce d'à côté.
Les mâles sont jamais très regardants, vous savez, et donc elles mettent les œufs devant eux, ils mettent leur sperme, le spermatozoïde rentre dans l'œuf, déclenche le développement de l'œuf et est immédiatement éjecté par l'œuf, qui va donc se développer comme sa mère. En fait, les espèces asexuées comme le lézard ou ces petits poissons, il y en a pas mal, et presque toutes sont extrêmement récentes. Vous voyez, si jamais c'est aussi compliqué que ça, c'est que certainement l'espèce, on savait depuis longtemps que puisque c'est si compliqué, ça veut dire que cette espèce n'est pas asexuée depuis longtemps. A dû apparaître un jour une femelle asexuée, une femelle qui ne pratiquait pas cette méiose, qui n'acceptait pas les gènes du mâle, et comme prévu par les modèles, eh bien cette forme a envahi l'espèce. Donc, presque toutes les espèces asexuées comme ça sont très jeunes, c'est-à-dire qu'elles sont apparues il y a peu de temps. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, ça veut certainement dire que les espèces qui perdent la reproduction sexuée s'éteignent beaucoup plus vite que les autres. Et du coup, presque toutes les espèces qu'on observe asexuées actuellement, eh bien, c'est celles qui n'ont pas perdu le sexe depuis trop longtemps et qui ont réussi à se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Il y a une exception, j'en parlerai pas longtemps, mais je voulais vous le dire par honnêteté. Les rotifères bdelloïdes, c'est des petites bestioles, vous voyez, comme ça, qui vivent dans les flaques d'eau. Et ces rotifères bdelloïdes, eux, eh bien, manifestement, il y a des millions d'années qui sont asexués. Et ils ont réussi à faire des espèces comme ça. Ils restent assez mystérieux. Si je devais vous convaincre encore plus du fait que les mâles peuvent être des parasites redoutables, eh bien, le meilleur exemple, c'est le cyprès de Dupré qui vit dans le sud du Maroc. Dans ce cyprès, on a découvert que le pollen, alors là, c'est le contraire, non seulement les femelles, effectivement, éliminent les gènes de leurs cellules, de leur ovule pour attendre le gamète du mâle, mais là, le mâle, lui, il met ses 2 gènes dans son spermatozoïde, et le spermatozoïde va venir infecter la femelle et se développer tout seul, éliminer l'ovule, et la petite plante qui naît donc dans le cyprès de Dupré, est entièrement la fille de son père, ou le fils de son père, comme vous voudrez. Et les femelles ne sont plus que des femelles porteuses dans cette espèce. Elles ne savent plus reproduire leurs gènes. Bon, je vous passe les détails. Voilà, alors, excusez-moi, là j'ai toute une série d'explications. Il existe bien quelques espèces qui savent faire les deux à la fois, comme les pucerons, mais elles sont très rares, et toujours dans ces cas-là, la parthénogénèse permet de faire certaines choses et le sexe permet d'en faire d'autres. Par exemple, les œufs chez les pucerons ne peuvent être faits que par parthénogénèse. Alors, comment se fait-il que le sexe se maintienne? Quand même, je vais finir là-dessus. Eh bien, il existe deux grands types d'hypothèses à l'heure actuelle. Premièrement, l'idée que le sexe, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, le sexe permet l'évolution rapide des espèces. Mais ça suffirait pas, parce que si jamais le sexe explique l'évolution rapide des espèces, ça explique pourquoi les espèces asexuées s'éteignent, ça explique pas pourquoi dans chaque espèce on reste sexué. Cette idée-là a été, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous là, ça a été, on l'appelle du nom d'un texte de Lewis Carroll qui s'appelle La Reine Rouge. Alors la Reine Rouge, c'est un passage donc de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, dans lequel tout d'un coup Alice est prise par la main par la Reine Rouge qui lui dit de courir plus vite, plus vite, plus vite. Le texte est très long, je vais pas vous le traduire en entier. Mais et Alice tout d'un coup regarde autour d'elle, elle a l'impression que les arbres bougent pas, mais enfin bon, elle n'a pas le temps d'en parler parce qu'elles sont absolument en train de courir aussi vite que possible. La reine n'arrête pas de lui dire plus vite, plus vite, plus vite. Et quand elles ont enfin fini, au bout d'un moment, la reine lui dit, au moment où Alice croit qu'elle va mourir d'ailleurs, d'épuisement, la reine lui dit, bon, on peut se reposer un petit peu. Et Alice, à ce moment-là, s'assoit et regarde autour d'elle, elle dit, c'est incroyable, j'ai l'impression que nous sommes toujours restés sous cet arbre pendant tout le temps où nous courions, que rien n'a bougé autour de nous. Alors la reine lui dit, bah oui, comment voudriez-vous que ce soit? Et Alice dit, bah, chez moi, si on court vite et longtemps, on arrive ailleurs que là d'où on est parti. Et la reine lui répond, eh bien, vous êtes dans un pays très lent. Ici, voyez-vous, il faut courir aussi vite qu'on peut, juste pour rester à la même place. Dans le système économique actuel, je pense que vous comprendrez tous l'image. Et évidemment, l'évolution des êtres vivants a certainement quelque chose à voir avec ça aussi. Toutes les espèces sont constamment en course évolutive les unes par rapport aux autres. Si l'une d'entre elles n'arrive plus à courir assez vite, elle s'éteint. Vous voyez donc que le sexe est certainement nécessaire parce qu'il produit de la nouveauté, parce qu'il permet constamment de brasser les informations génétiques des différents individus. Il est certainement nécessaire aux espèces pour se maintenir. La question de savoir si cette force-là suffit à éliminer les lignées asexuées au fur et à mesure qu'elles apparaissent, ou si les espèces se font envahir par la reproduction asexuée d'abord et puis s'éteignent. Donc est-ce que c'est seulement la sélection entre les espèces avec élimination des espèces qui ont perdu le sexe, ou est-ce qu'il y a vraiment une sélection dans l'espèce qui favorise les formes
qui sont sexuées par rapport aux formes qui sont asexuées, eh bien ça, pour le moment, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on se trouve donc dans cette situation où on a trouvé que l'existence de la reproduction sexuée chez les espèces comme la nôtre était une nécessité pour l'espèce, mais se fait au détriment des individus femelles qui se font parasiter par les mâles, et que donc on a ce système qui a une relative instabilité structurelle. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une instabilité structurelle du fonctionnement sexuel dans les sociétés humaines, mais au niveau de la biologie générale, eh bien oui, au fond, il y a une instabilité, il y a besoin d'un système sexué, et ce système sexué est un système de l'ordre du parasitisme. Donc voilà un petit peu la vision qu'ont les biologistes aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, dans les différences entre les sexes, et je vais finir là-dessus, on sait que les mâles ne sont pas du tout toujours plus gros ou plus forts que les femelles dans la plupart des espèces biologiques. En fait, les mâles sont plus gros et plus forts que les femelles dans les espèces dans lesquelles ce qui décide de la paternité d'un individu, c'est sa force. C'est-à-dire quand c'est des combats entre mâles qui déterminent le fait de pouvoir posséder, se reproduire avec une femelle, alors les mâles sont plus gros que les femelles. Mais dans toutes les espèces, au contraire, où c'est la femelle qui choisit, par exemple, sans qu'il y ait aucun combat entre les mâles, à ce moment-là, c'est les femelles qui sont les plus grosses et les plus fortes. Il n'y a aucune nécessité biologique à ce que les mâles soient physiquement plus forts. Au contraire, il y a des tas d'espèces chez lesquelles le mâle est réduit à un tout petit truc qui traîne à côté d'une énorme femelle. Si c'est seulement pour produire des spermatozoïdes, franchement, ça ne vaut pas le coup de gaspiller toutes les ressources que consiste à faire un individu tout entier. Voilà un petit peu la vision que les biologistes se donnent actuellement de la reproduction sexuée. Elle se maintient parce qu'elle est nécessaire, et bien qu'elle coûte cher au sexe qui en supporte tout le coût, le sexe femelle, elle suppose la présence de mâles qui sont des parasites. En tout cas, voilà ce qui se passe dans les espèces chez lesquelles il y a les deux sexes séparés. Chez des tas d'autres espèces, eh bien, il y a des échanges de gènes, mais sans que les sexes soient séparés. Vous parliez tout à l'heure d'amibes. Chez les paramécies qui sont proches des amibes, il y a des échanges de gènes. Simplement, les deux sont de même taille, ils échangent gentiment, et là, il n'y a pas de problème. Simplement, il n'y a pas de mâle ni de femelle. Merci.